Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Hydra Talks. Donc aujourd'hui un épisode consacré à comment bien organiser et comment bien réussir sa compétition de CrossFit. Et pour ça nous avons trois invités. On va les laisser se présenter après, mais nous avons William et Roxane et Mathieu qui ont co-organisé la compétition des Manful of Emera, édition 2023. Et on va voir avec eux justement les points importants à voir et à prendre en compte pour bien organiser justement sa compétition. Donc je vais les laisser se présenter rapidement et puis après on va voir les petits points sur l'organisation de la compétition. On va commencer par peut-être toi William. Ok, ça marche. Alors je commence. Donc moi, William de Jésus, je suis owner d'une box à Lanester en Bretagne et organisateur des Mindful. Et pour organiser du coup cette compétition, j'étais parti du principe qu'il fallait une grosse communication, très bonne communication. Donc j'ai pris la décision de contacter directement Roxane puisque je savais qu'elle avait déjà établi la communication d'autres grosses compétitions CrossFit. Voilà. Notamment les Silex, qui étaient belles Exactement. Ouais. Du coup on va te laisser te présenter Roxane de ton côté. Yes, du coup Roxane, vous me connaissez peut-être sous le pseudo Miss Yem sur Instagram. Je me suis occupée pour les Mindful of Emera effectivement de la communication et donc c'était tout ce qui était en amont de la compétition, donc que ce soit les réponses aux DM sur Instagram, mais aussi renseigner les gens sur le planning, le prix des qualifs, enfin les standards, toutes les petites questions que les gens peuvent se poser. Et puis le jour J, après coordonner toute l'équipe média, poster un petit peu des directs pour l'annonce des WOD, l'explication des standards, toutes les photos chaque jour pour que les athlètes aient leurs petites photos en ligne, les réels, enfin voilà, toute cette partie-là. Et Mathieu du coup. Salut, moi c'est Mathieu, je suis la deuxième moitié de Miss Yem. Je suis beaucoup moins doué sur la communication, mais je suis plus à l'aise avec la gestion des événements le jour même, à courir partout et à donner ma vie pour que ça se passe bien. Et je suis tombé dans le bénévolat des compétitions de CrossFit un peu malgré moi. Dès qu'il s'agit d'utiliser la boulonneuse, il est là, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'ai plutôt géré la partie build, ce qui est la gestion du matos, et plein d'autres petits trucs divers et variés sur la compète. Ok, donc on a vu déjà le premier point pour organiser une compétition. Déjà, ça va être savoir s'entourer, parce que je pense que organiser une compétition seule, ça reste un travail énorme. Donc je pense que dispatcher certains rôles et déléguer certaines tâches reste très importante. C'est ce qu'a fait du coup William sur sa compétition de l'année dernière. Ce qui a permis du coup de bien fonctionner, parce qu'il y avait un peu des têtes sur chaque partie, et c'est ce qui a permis de justement bien régler tous les problèmes par zone. Donc déjà bien savoir s'entourer. Il y a aussi un truc très important qui a bien marché au Emera. Je pense que c'est grâce au travail que William fait toute l'année dans sa boxe, mais c'est la communauté qui était très présente, la communauté de la boxe, et ce qui fait qu'on a énormément de bénévoles. Donc c'est vrai que d'avoir après des chefs d'équipe sur chaque poste important comme head build, head judge, la com, tout ça, et après d'avoir plein de bénévoles à dispatcher qui pouvaient aller effectuer les différentes tâches qu'il y avait à faire, qui étaient du coup présents en nombre, ça c'était vraiment un gros plus aussi. Ouais, ça on l'aurait vu dans tous les cas après. D'abord le head staff, mais bien sûr les bénévoles qui ont fait un gros travail durant ce week-end et même sur toutes les compétitions. Les petites fourmis qui sont justement à l'écoute du head, c'est hyper important. De toute façon, on est clair qu'on fait rien. Sans les bénévoles, il n'y a pas de compétition. Sans bénévoles, il n'y a pas de compétition, ça c'est clair et net. Et puis du coup, on a vu, nous pour organiser nos compétitions de notre côté à Rupella avec Hydra, on a vu en montant à Lorient une très grosse communauté bretonne, et notamment celle de William des Manful, enfin de la box Emera. Mais grosse communauté bretonne en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars. Ouais, c'est sûr que t'as pu compter sur eux, ils ont été vraiment présents tout le week-end, même limite à se dispatcher un petit peu sur chaque poste, même en n'étant pas sur un nombre optimal. C'est vrai que les gars ils étaient tous prêts à tourner en juge sur toutes les vagues s'il fallait, à venir faire les briefings, même à plusieurs, voir comment ça se passait, hyper concernés par tout ce qui a été fait.
Donc c'est vrai qu'en termes de communauté, c'est pas le nombre en soi qui va primer, mais c'est l'investissement qu'ils avaient Ouais, c'est clair. envers toi. Ça c'est clair Et que... d'ailleurs, Ça aide le nombre quand même. Le nombre est un peu Après, bon, le aussi, nombre est hein. important, mais Ils bon, étaient rincés, les ils étaient rincés, mais il vaut mieux que t'aies des gars qui Voilà, soient... en fait, ce qui est important, qui c'est soient présents plutôt que les gars qui hormis restent à la buvette, quoi. hormis le fait qu'ils soient tous bénévoles, il faut se dire que voilà, sur la compétition, il faut, sur l'ensemble du week-end, penser aussi à eux. Rien qu'un espace où ils sont dans leur coin, penser à rien que leur donner une canette, les restaurer, voilà, leur dire qu'ils sont pas là juste pour être bénévoles, il faut prendre soin d'eux, c'est super important pour ça. Là-dessus, juste un retour d'expérience par rapport à nous qui organisons des compètes depuis longtemps. C'est vrai qu'on a toujours fait en sorte de valoriser nos bénévoles et de les récompenser, comme tu dis, de les restaurer, de leur octroyer des temps de pause, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout, au début, quand on organisait, c'était un peu la crainte de ne pas avoir assez de monde. Aujourd'hui, limite, on en a presque trop et on est obligé de faire des listes et de bloquer les listes. Donc ça, c'est clair que je pense pour ceux qui prévoient d'organiser ou qui organisent des compétitions, il faut vraiment pas mettre ça de côté parce que, comme Mathieu l'a dit, sans bénévoles, il n'y a pas de compète. Et si on prend pas soin d'eux, ils reviennent pas. Ah, ça, c'est sûr. ultra important. Voire ils partent en cours de week-end. Oui, ça, c'est le pire. ça, c'est compliqué. Là. Ça, c'est encore pire. Donc on a vu grosso modo l'investissement humain, entre guillemets, donc les aides, les personnages principaux, entre guillemets, et les petites fourmis avec. Maintenant, ce qui va être aussi important dans une bonne organisation, ça va être les partenaires. Donc les partenaires, on va parler du matériel. Je peux juste t'interrompre parce Vas-y, qu'il y a un truc vas-y. qu'on n'a pas vu. Moi, je trouve qu'il a été très important au Emera et que j'ai pas forcément vu sur d'autres compétitions auxquelles j'ai participé. C'est que t'as donc tes petites fourmis, tes bénévoles, t'as tes aides qui chapeautent un petit peu leur groupe de bénévoles, et au-dessus de ça, t'as toi, l'organisateur, donc le rôle de William, qui était tout le temps sur place, qui était tout le temps disponible, voilà, qui n'hésitait pas à mettre les mains dans le cambouis quand il fallait, qui était hyper réactif. Et en fait, je pense aussi que c'est pour ça que les bénévoles y croyaient et étaient parfaitement investis. C'est parce qu'ils voyaient que même l'organisateur de la compète, donc a priori dans l'esprit de tout le monde, celui qui gagne plein de thunes, non mais c'est ça, hein, et il était là et il était prêt, comme eux, à aller changer les sacs poubelles quand Ce que ils j'allais étaient dire, on pleins. voyait William passer avec des sacs poubelles pleins. Voilà, et tout, c'est ça, quoi. y avait pas de souci Et c'est un là-dessus, peu lead by example, quoi. T'es leader de ta compète, et tu montres l'exemple à tous tes bénévoles, et c'est ça ce qui a fait que ça... Et même moi qui étais du coup en tant qu'aide quelque chose, ça me donnait envie de continuer, de remotiver un petit peu tout le monde, parce qu'il y a forcément des périodes un peu de fatigue, la digestion, tout ça, ou des petits couacs. Et quand tu vois que l'organisateur lui-même, il est à fond aussi, il y croit dur comme fer, t'as envie en fait de dire ouais, on se retrousse les manches et on y va, quoi. Ça, c'est vachement important, je pense aussi. Ouais. Ça, c'est une phrase qu'on aime beaucoup avec Hydra, lead by example, parce que pour nous, c'est important de montrer l'exemple. Si déjà la tête du chapeau ne montre pas l'exemple, derrière tout ce qui en découle ne peut pas suivre. Donc c'est vrai que si l'organisateur principal de la compétition montre l'exemple aux autres, je pense que derrière ça suit l'exemple en fait. C'est vrai pour l'organisateur et c'est vrai aussi pour ce qu'on appelle les aides. Ouais, ça. Ce que j'allais dire. Qui sont pas là, Ça, c'est parce qu'en fait surtout- t'en vois certains, ils veulent être aides parce qu'ils veulent être chefs, mais Ouais. le but c'est pas juste d'être chef, c'est d'être là pour montrer l'exemple, pour guider. Ouais. Et en plus de ça, les aides, il faut qu'ils soient... il faut vraiment avoir des personnes indépendantes parce que malheureusement l'organisateur de la compète il est pas toujours disponible dans la minute quand la salle est grande, il y a du monde, les événements peuvent passer très vite et je mets en perspective par exemple juste sur mon côté matos ou de trucs qui se passent sur le floor, parfois il peut se passer un truc qui risque de décaler la compète de 15 ou 20 minutes et on sait tous qu'à la fin de la journée c'est 2 heures de retard. Et il faut avoir des gens qui soient capables de prendre des décisions assez rapidement, qui soient indépendantes, et ça nécessite deux choses, donc avoir déjà ces gens qui soient capables de prendre ces décisions et d'avoir aussi une confiance totale de la part de l'organisateur qui a confiance en ces gens-là et qui accepte que potentiellement ce soit pas fait comme lui l'aurait fait, mais qu'au moins ça sauve un peu la compète ou ça évite la casse. Et ça c'est quand même important et on peut pas avoir des aides qui sont Des pions en fait. comment on dit Julien, qui sont sidérés parce que d'un coup ils sont en sidération, ils savent pas quoi faire et ils Ouais, attendent c'est la et ils panique. attendent la validation Ouais. du chef qui lui est peut-être à l'autre bout du bâtiment et en fait on peut pas l'avoir. C'est une confiance, ça. commune entre C'est ça. les aides et l'organisateur, et c'est pour ça que le choix de ces aides est hyper important. Et comme on dit, c'est être aide, c'est être leader, et c'est pas juste être chef en fait. Leader, c'est celui qui va savoir prendre des décisions en 10 secondes et surtout des bonnes décisions.
peser très vite le pour le contre de chaque décision pour que l'événement se passe au mieux, quoi. Parce qu'en fait, Vas-y, Pardon, vas-y. vas-y. En fait, ouais, parce que des imprévus de toute façon il y en aura, à partir du principe qu'il y en aura. Donc si on a un head judge qui prendra pas la décision, ou un head bull surtout qui lui gère le matos, ne prendra pas la décision ou va attendre, comme vous dites, l'aval de l'organisateur, oui ça va poser problème, on va prendre beaucoup plus de retard. Donc le fait d'avoir une confiance absolue sur le travail de ces aides, là déjà ça fait gagner du temps, et en tant qu'organisateur on sait qu'on n'a pas besoin d'aller les voir, on sait que ça gère. Ouais, c'est ça. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on te remercie de nous avoir fait confiance, parce que c'est vrai qu'à la base, nous, enfin William et nous, la team Hydra, on se connaissait pas, et c'est Roxane et Mathieu qui nous ont mis en relation. Et c'est vrai que William nous a laissé carte blanche là-dessus, et De toute façon, a priori il est on fera satisfait, on fera un point on tout fera à l'heure, un point on fera un point mais sur c'est la vrai que ça c'était programmation. cool que tout soit bien Pareil, géré. ça, c'est moi en tant que. Enfin, je sais que sur ce week-end-là, j'ai pas eu à me soucier de comment sont les votes, est-ce que tel ou tel mouvement va plaire. Ça, je sais que c'était hors du tout, c'était pas du tout dans mes compétences, et je me suis dit au moins voilà, j'ai confiance, ça c'est fait, ça va plaire. Et le Que je me résultat, souviens qu'on s'était concerté, on a changé, parce que du coup moi je m'occupais aussi du scoring, et on s'était concerté, nous, Hydra et moi, et on s'était dit ok ça on va peut-être pas le faire, on va changer, parce qu'on voit qu'en fait les gens juste n'y arrivent pas, donc on va réduire les poids, enfin je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'on a... Il y a eu plein de remix en cours de route, c'est là où Matt il parle de prise d'initiative, où même nous sur notre propre contenu et en fonction du niveau qu'on a fait en face de nous, il a vraiment fallu qu'on adapte tout de suite, et heureusement du coup que tu étais là Roxane pour avoir vraiment les trucs à modifier tout de suite, que ce soit communiqué en fait, rapidement. on s'est pas du tout posé la question de oulala, est-ce que William va nous taper sur les doigts parce qu'on a changé les votes, tu vois. On savait que tu nous faisais confiance, on savait que de toute façon on faisait ça dans l'intérêt de la compétition, et donc on l'a fait, on a pris la décision, on a validé, et c'était parti quoi. Donc c'est fluide. Un exemple tout simple, c'est que j'ai dû m'absenter pour aller chercher des trucs dans une grande surface qu'il fallait que j'aille chercher en urgence pour la compète. J'ai dû m'absenter, sortir du parc pendant une demi-heure. Je me suis pas soucié du reste de l'organisation, je sais qu'il y avait le monde sur place. Donc j'ai pu faire mon truc en speed pour que vraiment le petit couac qu'on a vu à ce moment-là soit réglé. Du coup, je pense que si on peut récapituler, la leçon à retenir, c'est bien s'entourer et surtout faire confiance aux gens dans le fait qu'ils soient investis pour la réussite de la compète. Et c'est vrai qu'on peut parler aussi un peu d'ego, de se dire alors c'est pas tout à fait comme l'organisateur, il aurait voulu précisément que ça se passe, n'empêche que ça s'est quand même bien passé parce qu'il y a eu cette confiance mutuelle et que du coup c'était cool. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce qui est le plus important, c'est pas finalement ce que pense l'organisateur de sa compète, c'est ce que les gens qui ont fait la compète en pensent. Et nous, on a eu des couacs, on a eu des merdes, tout qu'on a changé et autres. Personne n'a rien vu, ils étaient tous hyper contents. Et peut-être que certains votes ne sont pas déroulés de la manière dont on voulait et on aurait aimé que les choses se passent différemment. Mais ce qui compte au final, c'est que les gens soient contents et soient heureux d'avoir payé et participé au week-end et se sont éclatés. Donc pour en revenir à cette organisation et justement de qui s'entourer, avant de détailler chacun des prestataires, ce serait intéressant de savoir toi, enfin William, comment est-ce que justement tu as priorisé un petit peu l'ordre de l'appel de tes prestataires, qu'est-ce qui était vraiment en avant. Tu as parlé du coup de Missiem directement avec Roxane, où tu disais que la communication c'était vraiment le côté primordial, parce que maintenant on va pas se leurrer, tout passe directement via les réseaux sociaux, via Instagram, les gens c'est l'information rapide, ils l'ont directement sur le téléphone, ils l'ont directement vers leurs réseaux sociaux, donc au moins ça permet de passer l'info, de savoir que tu vas pouvoir teaser sur ta compétition et savoir où ça se passe, où est-ce qu'on va pouvoir se réunir. Et après, donc du coup, quels sont pour toi les prestataires auxquels il fallait que tu fasses appel en premier ? Alors déjà, il fallait penser en amont à toute la partie budget, donc il fallait cibler les prestataires qui peuvent, qui vont te coûter quand même pas mal d'argent. Donc forcément, le premier qui me vient en tête, c'est le matériel. Donc le prestataire matos, donc là pour le coup Epic Fitness. Donc voilà, c'est un premier pas. Commencer à demander un devis en fonction de la programmation qui est faite, choisir le matériel, etc. Et puis voilà, ça c'est pour le premier prestataire, si jamais vous voulez rebondir dessus, c'est celui-là. C'était pas plutôt le lieu, le Oui, premier, tout premier, avant le matériel. Oui, effectivement, quand j'ai eu de toute façon cette idée-là, parce que j'avais déjà forcément comme tout le monde organisé des compétitions interbox, mais voilà, pour voir les choses en gros, il faut savoir que moi j'ai la chance d'avoir ma salle à 500 mètres du parc des expos, donc je m'étais dit que c'était le moment, donc effectivement on a fait les premiers rendez-vous directement avec Roxane sur place. On a rencontré donc du coup la directrice, le service technique qui était pas forcément, enfin qui était plus dans l'inconnu, qui savait pas du tout ce que c'était. Et quand on leur a vraiment expliqué le nombre d'athlètes qu'on attendait, toute la partie com qu'il va y avoir autour et surtout l'espace que ça allait prendre, tout de suite ça a été accordé.
ça a été effectivement le premier prestataire à chercher, donc l'emplacement. Parce que pour ceux qui nous écoutent, les Manful donc de 2023, Manful of Emera, ça s'est passé au parc des expositions de Lorient, donc de l'Annester exactement. Donc c'était un très gros lieu. Et pour que les gens se rendent compte aussi, on peut peut-être parler budget. Combien ça coûte de louer un parc des expos sur 2 jours, enfin plus 2 jours et demi, 3 jours, parce qu'il y avait l'installation, la désinstallation, Ouais. donc en tout sur 2-3 jours. Donc si tu peux nous dire la surface que tu as pu louer et à combien ça revient à peu près quoi. Alors, j'ai un doute je vais pas me lancer sur la surface, j'ai un doute. Il faut savoir qu'il y a 5 halls au parc des expositions de l'Annester, tous avec des tailles différentes. On en a choisi quand même un assez conséquent, alors je vais pas me lancer sur la surface, mais on avait quand même... Mais il y avait de l'espace. Hein. On avait très très Ouais, bien, la place, ouais. C'était grand. Je me demande si c'était pas aux alentours des 6000 mètres carrés. C'est possible. Donc c'était très gros. Et au niveau du budget, sur 2 jours, plus en sachant qu'ils nous ont offert, entre guillemets, le vendredi en off pour que tous les prestataires, les autres prestataires, dont le matériel viennent s'installer, il faut compter 32 000 € TTC. Voilà. Donc pour tous ceux qui se demandaient combien ça coûte de louer un lieu et pourquoi les inscriptions c'est un peu cher et de plus en plus cher, tout simplement parce que les prestations sont aussi de plus en plus chères. Avoir un beau lieu, avoir des bons prestataires, ça a un prix. Et même en essayant de tout bien calculer, mine de rien, ça fait quand même une somme à sortir. Donc forcément, après, c'est peut-être des sources de revenus qui vont être générées après en organisant ce type de compétition avec ceux, entre guillemets, qui vont consommer la compétition, ceux qui vont s'inscrire, ceux qui vont payer les workouts de qualif, ceux qui vont venir sur place, les prestataires qui vont venir. Après, il faut aussi savoir que du coup, c'est un gros enjeu financier parce que tu as une partie un petit peu privée où tu vas amener justement des prestataires qui viennent de ce secteur privé. Est-ce que tu as dû faire appel aussi à du secteur entre guillemets public, sachant que là c'est de la location sur un espace entre guillemets qui appartient à la ville de l'Annester, donc il y a peut-être aussi arrivé à faire du lien entre les deux, entre ce domaine public, entre ce domaine privé. Est-ce que tu as le droit à des subventions? Est-ce que tu as peut-être justement des trucs sur cette première édition que tu n'as pas forcément exploité sur les aides auxquelles tu aurais le droit, les subventions auxquelles tu aurais le droit? Ouais, alors sur ça, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais il faut savoir que les Mindful of Emera, c'est une association à but non lucratif. Donc du coup, il n'y a aucun intérêt financier. Enfin, on n'est pas une société, donc voilà, pour ça, déjà, il faut le savoir. Et alors, pour ce qui est des subventions publiques, la mairie de l'Annester, ça va pas leur faire de la pub, mais ils n'ont pas du tout voulu nous aider. Donc c'est que le secteur privé du parc. Parce qu'il faut savoir que le parc de l'agglomération, enfin le parc des expos de l'Annester, le propriétaire, c'est une partie pour eux gérée par une société privée et une partie du service public par la mairie. Mais ça, c'est juste pour récolter l'argent après. C'est le secteur privé, le parc des expos en lui-même, qui nous a aidés pour tout ce qui est autour. Maintenant, pour ce qui est des subventions, on a fait une demande auprès de l'agglomération de Lorient, donc le dossier qui est en cours. On n'avait pas encore le droit aux subventions de la région Bretagne puisque l'association n'avait pas 1 an. Donc là, pour cette année, ça sera OK. Enfin, en tout cas, on peut être demandeur. Et aussi le département, pareil, un dossier qui va être en cours. Donc il n'avait pas été fait l'année dernière. Est-ce que ça, c'est des trucs que tu as découvert lors de l'organisation, en gros, où tu as été posé directement la question aux organismes, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu t'es renseigné au préalable, à dire, ok, ça je vais le faire comme ci, comme ça, et en fait tu as dû changer tous tes plans, parce que au niveau subvention, comme tu dis, il y a des petites passerelles publiques, privées, qui sont pas forcément évidentes à connaître. Ça, est-ce que tu t'es renseigné en amont, ou est-ce que vraiment tu l'as su sur le moment, et tu as dû ajuster en fonction après... pendant l'organisation de ta compétition? Il y a des choses que j'ai encore appris aujourd'hui, dans les derniers jours, là, sur d'éventuelles possibilités de financement, des choses que je ne savais pas avant, mais c'est sûr que quand j'ai voulu me lancer, déjà j'en ai parlé à ma propre comptable pour un prévisionnel, puisqu'on on partait du principe que sur la première année, on perdrait de l'argent, donc il fallait quand même que ça soit écrit, qu'on s'éloigne pas trop non plus de ce prévisionnel. Et quand on fait ce prévisionnel, il faut savoir que tout ce qui est subvention, ça reste une réponse qui peut être négative comme positive. Donc il faut partir du principe qu'on n'en a pas. Donc si on en a, tant mieux, c'est du plus pour l'assaut, et puis pour les éditions suivantes. Mais sinon, on a fait tout un prévisionnel avant, et puis voilà, on part du principe qu'on peut avoir que des refus. Du coup, au niveau des prestataires, donc là on a vu le lieu, le matériel.
Est-ce que tu vois d'autres prestataires, on va dire, Ouais, je peux. importants je et peux principaux, et puis peux après les osciller, ouais. prestataires secondaires qui sont Ouais. un peu du plus Les, pour bah, la compétition? les prestataires principaux, moi je ciblerais ceux qui sont autour du floor. Ok. C'est-à-dire la zone compétition, c'est-à-dire le DJ, en l'occurrence Yannick, le speaker, pardon, le DJ aussi qui était là, C'est un les faux fils de photographes, DJ. toute la Si partie, Yannick qui nous écoute d'ailleurs. toute la partie com qui est à côté, donc les photographes, les vidéastes qui sont sans cesse sur place. Donc voilà, tout cela sont les prestataires qui sont autour et qui sont super importants au niveau de la communication, de la visibilité, etc. Donc ça c'est, si j'en oublie pas, normalement les partenaires principaux, hormis le lieu et le matériel. Et ça, il y a beaucoup de gens qui râlent en disant ouais, le DJ ça coûte cher, le speaker ça coûte cher. Enfin, tout est trop cher quand on écoute ceux qui organisent les compètes, mais il faut quand même avouer qu'une compète où il y a un super speaker, moi je vais encore parler de Yannick parce que je suis fan et que c'est un bon ami, mais quand il est là, on a envie de regarder les Mais WOD. c'est un super speaker. Ouais, et C'est en clair. fait, on a fait des compètes, des très grosses en France, où il est là avec d'autres, et souvent quand t'as les autres qui sont en train d'envoyer un message au milieu du floor, ou je sais pas, enfin, qui se pique pas, et t'as lui qui met l'animation, déjà ça change tout. C'est clair. Quand t'as un excellent DJ, on peut parler par exemple de, je sais pas, vous bossez beaucoup avec Martin Martin. On bosse beaucoup avec Martin Martin. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, Voilà. Martin, Petite vidéo, petite dédicace. même si c'est un vieux Toulousain. Même si bon voilà, elle est La Rochelle. Mais nous on bosse avec Martin justement, on adore son boulot, il est excellent dans ce qu'il fait et c'est ce qui fait aussi une partie de la réussite des compétitions. Hein. Ah bah, c'est S'il y clair. a du bon C'est son ça. pour faire bouger les gens, bah ils ont envie de revenir. Hein, donc, Et En nous, fait- ouais. Ouais, ce Vas-y, que vas-y, je Roxane. voulais ajouter, c'est que la compétition, en fait, les gens, ce qu'ils achètent finalement, c'est une prestation de service. Donc il faut que ton service, il soit à la Exactement. hauteur, entre guillemets, alors du prix que les gens ont payé. Ça, toujours le prix, c'est toujours un peu subjectif, c'est trop cher, c'est pas assez cher, ça dépend des critères de chacun. Mais je pense qu'il y a quand même des attentes en termes de prestations quand tu payes pour quelque chose. Et le speaker, le DJ, le fait d'avoir 2 photographes sur le floor, parce que comme ça, toutes les vagues sont prises en photo, y compris les scales, y compris les masters, enfin Même bref. les bénévoles. Les bénévoles, ouais. Et du coup, tout ça, ça contribue déjà à la réussite, au bonheur en fait de tes athlètes qui vont kiffer le moment parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que les WOD sont cool et parce que ils savent que dans la semaine qui suit, ils auront forcément une photo d'eux sur chaque WOD qui vont en plus partager pendant des mois qui suivent sur Instagram. Et en fait, tout ça, c'est un investissement pour les organisateurs. Mais ça fait partie de la prestation de service que tu vends en fait aujourd'hui, faut pas, c'est hyper important. Ouais, faut pas oublier que les gens ils viennent pas juste enchaîner 4 watts dans Ouais, la journée, voilà. en fait ils viennent vivre une expérience, avoir quand ils rentrent sur le floor et un truc, enfin je sais pas si vous avez fait les French pour certains, quand tu rentres sur le floor, peu importe ton niveau, nous on était interne, donc les nuls, des French en gros, tu rentres sur le floor, t'as je sais pas, t'as 50 bénévoles qui t'applaudissent à chaque fois, ils te font sentir, t'as l'impression d'être, je sais pas, Matt Fraser qui arrive sur le floor au game, c'est incroyable, et juste ça, ce petit truc justifie de payer potentiellement plus cher et de venir kiffer son week-end. Entièrement d'accord. C'est ça. Et c'est des impasses, on peut pas se dire je prends pas de budget c'est trop cher, je prends pas de DJ c'est trop cher et pas de speaker et je me débrouille tout seul. Je pense que c'est une bêtise. En fait, c'est tous ces petits détails, qu'on appelle des détails, mais qui n'en sont pas, qui font la réussite de ton événement. DJ, speaker, le fait de dire à tes bénévoles, allez venez, on applaudit les gens, parce qu'on a fait ça aussi à Emera. Sur la finale. Sur la finale, voilà, on applaudissait les gens quand ils rentraient sur le floor. Enfin, tout ça, c'est vraiment des petites choses, mais qui font que ton événement, les gens, ils kiffent, quoi, ils passent un bon moment. Et ça, faut vraiment le garder. Je pense qu'en tant qu'organisateur de compète, ça doit être le cœur. Tu dois faire ça parce que tu as envie de donner et de faire plaisir aux gens. Voilà. C'est un peu ce que j'allais dire. Je pense que un bon organisateur de compète et qui s'entoure d'un bon staff, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'avant tout, déjà, si c'est une équipe de passionnés, déjà, le plus gros du boulot, il est fait. Et c'est ce qu'on a vu, je pense, sur le week-end qu'on a organisé tous ensemble. Et derrière, ça, tu transmets forcément à tes bénévoles. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui va guider. Et comme tu dis, le fait d'avoir envie de donner une expérience de fou à tes athlètes, que ça parte de la programmation qui est plutôt notre côté, mais on se dit sur la programmation, on veut et les tester et les faire kiffer. Déjà, je pense qu'on est sur une bonne voie. Et puis derrière, comme tu dis, sur le staff qui est présent, c'est leur donner envie de faire en sorte que voilà, ils se sentent mis en valeur. Et c'est pas juste t'as payé, tu fais ton WOD, tu dégages du floor le plus rapidement possible et basta, quoi. Et ça, je pense, c'est ce qui commence à distinguer un peu les grosses compétitions.
qui mettent en valeur l'être humain, et puis les compétitions, on est plus pour le chiffre, le show, et puis un organisateur qui a un peu envie de se faire mousser. Donc ça, on commence malheureusement à en voir un peu dans le visage du CrossFit, en tout cas en France. Je rebondis sur ce que tu as dit, Thomas. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de compétitions maintenant qui veulent faire un show. J'en ai 2 en tête là, je ne citerai pas, mais auxquels j'étais présente, les 2. Mais au final, le show, il est super sur les réseaux sociaux, mais ça se fait un petit peu au détriment de tes athlètes qui payent et qui en fait font ta compète. Parce que si tes athlètes payent pas leur inscription, t'organises rien en fait finalement. Enfin, ou du moins, t'organises pas grand chose. Et faire des compétitions qui deviennent un peu des festivals, des trucs un peu avec la musique, des lumières, les machins, des trucs en fait finalement Des pom-pom girls, j'ai vu. Des pom-pom girls, ouais. Mais finalement tu perds un peu le pourquoi. À la base ça reste des athlètes, ton public et tes clients. En fait c'est ça, c'est que les athlètes c'est aussi tes clients. Donc il faut leur donner un service qu'ils ont envie de payer et qu'ils vont kiffer quoi. Oui, et puis comme tu le dis, à la base ça reste une compétition de CrossFit en fait. Donc si t'en mets plein les yeux sur tout l'extérieur, mais qu'au fond tout est WOD, c'est nul, l'organisation c'est nul, les gens ne reviendront pas. Exactement. Il faut des WOD de CrossFit, fun et variés, durs, qui testent tout. Mais à côté de ça aussi, maintenant, il faut se professionnaliser et avoir des prestations qui mettent aussi des petites paillettes dans les yeux. C'est la petite poudre au-dessus du gâteau, c'est la petite cerise. Mais là même de la compétition de CrossFit, ça reste tester le fitness des athlètes qui sont qualifiés. Je pense que c'est ça qu'on est en train de perdre chez certains, c'est le test. C'est-à-dire qu'avant tout, à la base, on va en compète pour tester son fitness et retourner à l'entraînement et se dire maintenant c'est ça que je dois taffer. Et maintenant, malheureusement, on tombe un peu dans le m'as-tu vu, dans le je me fais beau pour les réseaux sociaux, mais... c'est ça. Et si j'ai pas de photos, je vais râler parce qu'il n'y a pas de photos de moi. Enfin, à un moment, Et t'as raison, ce que je disais, qu'on n'allait pas juste faire 5 WOD pour le fun le week-end et autres. Enfin, évidemment, le CrossFit reste la pierre angulaire de la compète. Et si on a un spectacle de ouf, mais une prog de merde, en fait, on passe pas forcément un bon week-end. Et je pense, par exemple, à vous en exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir, d'aller louer une salle de ouf pour faire la plus grosse compète avec un millier d'athlètes et tout. On peut aussi faire des compètes de dingue. Vous les faites encore chez vous. Et vous avez franchement l'année c'était il y a 2 ans, on a enchaîné beaucoup de compètes. La meilleure pro qu'on ait fait, c'était chez vous. C'était incroyable dans un espace. Alors c'est grand, mais je veux dire, c'est pas un parc d'expo. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans les box en compète super. Je pense aussi au BGR qui organise beaucoup de compètes qui sont à chaque fois très bien ficelées en termes de prog et très fun. Et depuis le temps qu'ils en font tellement, ils pourraient se dire allez, peut-être on va louer un parc d'expo, je sais pas où ils sont, et on se lance à faire un très gros truc. C'est Bergerac. Mais en vrai, je pense que c'est ce qui fait aussi un peu leur réussite. En fait, c'est aussi ces compètes, un peu, si on peut le dire, old school, qui se fait encore dans la boxe, mais c'est tellement bien ficelé en termes d'organisation et de programmation. On sait qu'on va chez eux, il y a une expérience. Voilà, ça. Et donc en fait, les gens reviennent parce que c'est cette expérience-là qu'ils recherchent. Après, on a parlé du DJ, du speaker. C'est vrai que nous aussi, au Mindful of Emira, on avait pris des buzzers, dont t'as le côté un peu spectacle, des gens qui vont buzzer à la fin de leur WOD, mais on n'a pas parlé d'un truc important, c'est la prog, qui était quand même... Non mais c'est vrai, parce que faut dire ce qui est, Mathieu et moi, on a quand même écumé à peu près toutes les compètes de France. C'est pas pour ça qu'on en a gagné beaucoup. Non. on est très clair sur notre niveau. On en a fait énormément l'année dernière, et c'est vrai qu'en fait, la prog, encore une fois, on revient sur cette expérience client qui est donc ton athlète, et qui va kiffer ses WOD, qui va être dans le dur, mais ça va être quand même bien dosé pour que ce soit quand même faisable et qu'il soit pas en échec, et puis avec des WOD fun, et puis avec des trucs un peu innovants qu'il fait pas dans sa box, parce que s'il paye finalement pour venir faire Fran, enfin je veux dire, ça sert à rien quoi. Ouais, puis surtout quand... Après, c'est pas dit qu'on le programme jamais, Fran. Hein. Ça reste quand même le test number 1. Teasing pour 2024 quoi. Non mais c'est vrai qu'il y a des compètes où c'est quand même mal dosé. En fait, tu fais le compte à la fin du week-end, t'as WODé 12 minutes. T'as payé 120. Ou alors, attends, nous on a fait, je sais pas si tu te rappelles, on a fait une compète où on a fait que de la barre. À tous les WOD, il y avait que de la barre. Je m'en souviens très bien. Que de la barre. 70 kilos, 50 kilos, enfin tout était était lourd. Que à 70. Ouais, c'est ça. Et non, c'était nul. On a pas tu parlais des prestataires DJ, speaker, etc. Pour moi, c'est... Là, je pense que c'est aussi, il y en a plein qui se lancent dans les compètes en voulant regarder un peu à la baisse, au minimum, leurs tarifs. Donc, ils prennent un pote DJ qui mixe le week-end dans les mariages, qui prennent un speaker parce que, pareil, c'est un pote à lui qui lui dit « Oh, t'inquiète, moi, je sais parler dans un micro. » La grande gueule de la boxe,
généralement. Voilà, ouais. Il prog lui-même en se disant bon vas-y c'est bon, je vais arriver à enchaîner 3-4 workouts, et puis au final c'est un échec total, et c'est dommage parce que c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, et que des fois à vouloir économiser, bah finalement tu foires tout de A à Z, et que tu peux pas te permettre de faire ça 2 ans de suite quoi, en fait. ouais, Ça marche qu'un temps. Ouais. T'es censé apprendre de tes erreurs, quoi. Et puis on sait maintenant que la programmation, ça on le voit, parce que ça s'est ultra développé par rapport au début du CrossFit, mais on sait qu'aujourd'hui programmer c'est un job à part entière, et comme speaker c'est un job à part entière, mixer c'est un job à part entière, et particulièrement dans le CrossFit, nous ce qu'on aime, enfin je reviens sur Martin, mais c'est que son côté professionnel. Moi je dis, il y a sûrement des très très bons DJ, peut-être meilleurs que lui, mais nous ce qu'on adore vraiment c'est son aspect pro, lui-même c'est un crossfitter, il sait s'adapter au WOD. Enfin, moi, je sais que je speak encore à la salle, et je pense que bientôt je vais déléguer parce que je pense qu'il est largement meilleur que moi. Mais là, j'ai l'habitude de Martin, et je sais que j'ai juste à le regarder, lui faire un signe, et il a capté, et il sait que je veux mettre plus fort, moins fort, je veux qu'il lui mette ses gros sons de gogol là, avec des gros boum boum. Mais c'est ça qui est cool, aussi. Donc, Mine de rien, c'est des gens qui, en fait, où tu as la réussite de compétition, c'est des gens qui font déjà partie aussi un petit peu de cet univers CrossFit. Le DJ qui est lui-même pratiquant, je vois Yannick qui est speaker, je crois qu'il pratique aussi un petit peu. Donc en fait, voilà. Donc, le fait d'avoir des gens comme ça qui sont eux-mêmes pratiquants et qui sont dans la méthodologie, tout de suite ça aide aussi au bon déroulement de ta compétition. Ouais. Donc au final, si on fait un peu le résumé de tout ça, ce qui va être important dans un premier temps, en fait c'est ta programmation, c'est tes workouts, parce que si tes workouts ils sont pas logiques, ils sont pas bien programmés, que les gens ils ont pas de fun dessus, c'est clair qu'ils reviendront pas. Il y a aussi l'organisation qui est hyper importante, parce que tu peux avoir des super WOD, mais si les mecs ils attendent 4 heures entre chaque workout, ou alors que tu avais prévu justement que ta compétition elle dure de telle heure à telle heure, et que les mecs, le dernier WOD il est même pas fini à 22h, les gens ils viennent, ils font de la route, donc c'est hyper compliqué si tu as des gros décalages, donc ça aussi ça s'organise en amont. Donc même nous en tant que programmateurs, on a un petit peu ce truc là de se dire ok, il faut qu'on les teste sur tous les domaines de temps, mais il faut aussi que sur la journée ça passe, qu'on les teste suffisamment. Est-ce que ça va passer avec le nombre de vagues qu'on a? Donc tout ça c'est à prendre en considération, et après c'est mettre les petits plus des gars qui sont déjà dans cette sphère un petit peu du CrossFit, et où tu vas voir les trucs en plus qui tournent autour du CrossFit. C'est là où il faut pas, comme on disait tout à l'heure, tomber dans le show où t'as les mecs, en fait on rajoute des trucs mais ça n'a rien à voir avec le CrossFit. Alors que le speaker, le DJ, je pense au truc aussi que tu avais mis en plus avec la mobilité, avec Thomas, Training Therapy, qui a mis son petit truc sur écran. C'était vraiment bien ça. C'est vraiment le truc en plus. Mais en fait, ok, c'est le prestataire un peu dématérialisé et tout, mais c'est pas le truc pour ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas là-bas, en fait, William avait fait appel à Training Therapy pour créer des petits échauffements par rapport à chaque épreuve. Donc ils avaient les épreuves en avance et ils ont pu créer des petits échauffements pour chaque épreuve qui étaient projetés sur un écran en zone d'échauffement. Donc pour ceux qui étaient un peu perdus sur comment s'échauffer, etc., pour chaque épreuve, ils avaient juste à suivre la vidéo sur écran, et c'était plutôt cool. C'était top ça. Ouais. C'était vraiment un service en plus hyper important. Et on avait aussi une petite animation 3D aussi qui permettait en fait à chaque athlète qui était un peu tout seul en zone de warm-up et peut-être un peu perdu avec des questions sur les standards, d'avoir un écran avec un petit bonhomme en 3D en fait qui faisait les mouvements du WOD pour que la tête comprenne le flow en fait de comment ça se passe, que mon sled il va être sous le rig à cet endroit-là, il faut que je l'emmène jusqu'à la ligne de cette ligne-là, que je revienne ensuite chercher ma barre, ce genre de choses. Il y avait un petit bonhomme 3D qui faisait ça sur l'écran et ça c'était top aussi. Moi j'allais venir à ça du coup, d'avoir le petit flow en plus, c'était le truc en plus. T'as aussi la zone récupération, on parlait aussi justement du lieu, prévoir aussi suffisamment d'espace pour que y ait suffisamment de place pour la zone d'échauffement, parce que si t'as un endroit aussi où t'as un super floor, de la place pour le public, mais que t'as 2 barres pour t'échauffer alors que t'es sur une ligne de 20, là ça va être compliqué quoi. T'as pas de rig pour t'échauffer sur de la gym suspendue, ou justement t'as pas de zone un petit peu calme aussi. On parlait des zones chill, des zones de récupération, où on va pouvoir peut-être faire appel à des kinés, des masseurs, en plus aussi des zones où tu vas pouvoir optimiser ta récup. Ça on en parlait tout à l'heure, ça peut être vraiment des trucs en plus, et qui restent dans la sphère CrossFit et qui reste dans la tête des gens, parce que là c'est vrai qu'il y a des gens qui repartent de la zone chill où il y avait des poufs et des lits de camp. En vrai c'est tout bête, je sais pas si ça a coûté cher, je pense pas trop, et les gens étaient hyper contents. Alors certes cette zone chill elle était dans le même hall, donc il y avait toujours la musique, mais ça reste quand même un petit plus. Je sais que même moi je suis allé me poser 1 heure pendant le kayak là, c'était vraiment trop cool.
Ouais, bah si. Juste clôturer, parce que c'est vrai que, chose importante, il faut savoir aussi, si on peut en parler, que ça reste encore dans la communauté CrossFit, et je souhaitais du coup autant en profiter pour vous remercier vous les gars sur la programmation, parce que hormis avoir fait une organisation carrée, parce que je sais que vous avez passé des heures à essayer d'avoir des WOD classe, parce que carrément avec tous les retours qu'on a eu, c'est que la programmation elle a été ouf. Vous étiez en plus sur place, faut savoir qu'on peut me balancer une programmation et puis voilà, t'as les WOD, tu te débrouilles, ou alors tu vois avec ton headbuild pour tout mettre en place. Là faut savoir que les gars étaient là, il y a des athlètes qui les ont vus, et voilà, s'il y a quelque chose à changer, ça va très vite. Encore une fois, pas besoin de passer par moi, ça s'est fait facilement. Et il faut savoir aussi que les gars sur cette première édition sont venus bénévolement, donc allez-y, donnez-moi le devis pour la deuxième année. Aussi, alors après, ça, on verra ça en off, parce qu'il y a quelques zéros dans le premier chiffre. En plus. Mais on a fait ça vraiment avec plaisir, en fait, parce que le projet que nous avait vendu Roxane dès le début était vraiment top. Une grosse compétition, ça a permis aussi de nous challenger sur justement programmer un événement sur un gros lieu, parce que jusqu'ici on avait programmé que à l'intérieur des box en fait, et même principalement chez nous. Donc là ça nous a permis aussi de se challenger, et puis pour notre part et puis pour ta part aussi, challenge réussi, hein. Je pense que ça a été une super compète, bien organisée, les athlètes ont bien kiffé les WOD, c'était visuel, tout a été testé, et puis on a eu que des bons retours, 99% de bons retours on va dire. Il y a toujours des insatisfaits, mais le kayak c'était nul. mais dans l'ensemble ouais, non, ça a été une énorme réussite, donc voilà. On peut conclure sur ça. Il y a un autre sujet important dont tu n'as pas parlé. Vas-y Mathieu. Le stand à bière. Ouais. En fait, surtout en Bretagne, c'est très important. C'est ça, le stand à bière. Non, c'est pas le stand à bière, c'est les stands. Parce qu'il y a des partenaires qui sont hyper importants, c'est les standistes. Donc je fais notamment penser à Résilience pour des raisons évidentes. Ceux qui vendent des fringues, là il y avait un tatoueur, il y avait un stand de café, très bien d'ailleurs. Enfin, toutes ces personnes qui vont venir avec leur boîte, qui potentiellement vont aider à financer la compète quand les stands sont payants. Déjà c'est hyper important, mais ces gens-là il faut vraiment les bichonner en allant les voir le jour de la compète, mais au préalable il faut prendre le temps de leur envoyer potentiellement un plan, une organisation de la compète. La petite erreur qu'on avait fait, c'était de ne pas prévenir qu'il y avait une épreuve de kayak et que du coup le hall s'est vidé pendant 2 heures, parce qu'on s'adresse quand même à des commerçants qui sont là pour vendre, et eux ça leur a fait un peu bizarre de se retrouver tout seul, mais bon c'est une erreur qui arrive. Et autre chose assez importante, c'est de réfléchir en tant qu'organisateur de compète à la gestion des flux humains, parce que pour ces gens-là, ça va vraiment représenter énormément de choses, d'être placé au bon endroit. Et moi, je bosse notamment en immobilier commercial, et on voit que d'une rue à l'autre, parfois à un autre trottoir, il se passe plus rien, et les chiffres d'affaires sont divisés par 2. Et c'est pas très compliqué, là on vient de le faire maintenant sur un tableau, de s'imaginer un peu la disposition d'une salle, d'imaginer la disposition, enfin de ce que vont donner les flux, et de faire en sorte de driver du trafic vers les stands, qui seront contents de recevoir du monde. Alors il faut faire attention que ce soit pas un trafic qui passe trop vite dans un couloir où les gens n'ont pas le temps de s'arrêter, mais c'est pas grand chose de l'anticiper. Alors le gérer au dernier moment sur la compète, c'est infaisable une fois que tout est installé, et c'est important de faire gaffe à ces gens là, parce que le CrossFit c'est un tout petit milieu, et mine de rien nous on est dans le Grand Ouest et nord de la France, et on va dire que ça jase assez vite pour les côtoyer tous. Quand il y a une compète qui a fait de la merde, clairement il se passe le mot, et ils ont moins envie de venir, ou ils vont dire bah moi je paye pas, ou ils vont te défoncer. Donc il faut vraiment faire gaffe aux stands qui mine de rien baignent dans le milieu du CrossFit tout le temps, et c'est un tout petit réseau quoi. Donc faut les bichonner. Surtout que là c'est des gens qui viennent en présentiel, et donc du coup qui vont sacrifier tout un week-end, donc du coup du temps. Autant là on parlait des prestataires un peu différents, où là tu dis vraiment le stand c'est ceux qui vont être là sur place, et t'en as du coup qui se disent ok ils vont faire toutes les compètes. Je pense à Training Therapy, parce que lui en fait il digitalise, il dématérialise en fait sa prestation, donc il peut la faire quand il veut. Je dis pas que ça lui demande pas de temps, mais il peut le faire en amont, et il n'y a pas besoin de sa présence. Pareil pour celui qui a tapé tous les petits flows justement directement sur écran, ça nécessite pas sa présence. Donc vraiment ceux qui vont devoir sacrifier aussi et dédier du temps pour la compétition, c'est vrai que comme tu dis qu'il faut les bichonner, parce que eux ils sacrifient vraiment quelque chose d'important. C'est hyper important, et en fait faut partir, je reviens au flux, parce que c'est un truc qui me travaille beaucoup dans mon boulot et dans la gestion des compètes, c'est un truc qui est hyper essentiel, et il faut partir du postulat que 80% des spectateurs qui sont là sont complètement débiles et n'iront pas chercher par eux-mêmes. Si les toilettes sont pas indiquées, les mecs ils vont tourner en rond 1 heure dans le bâtiment parce qu'ils vont pas les voir. S'il y a un stand où nous on se dit c'est logique, à tel endroit on met je sais pas le stand qui vend les nocos ou les boissons machin,
ils auront qu'à y aller. En fait non, les gens ils vont pas y aller. S'il n'y a pas un panneau en gros marqué ici ici les pizzas, ici Noco, ici machin, ils y iront pas naturellement. Et on a assez vite fait de se planter, donc il faut vraiment les prendre par la main et les driver, d'où l'intérêt de faire gaffe à ça, et de partir du postulat que les gens sont un peu bêtes et vont pas faire l'effort de chercher. Par exemple, si on met des stands à un étage, c'est fini, il y a personne, à moins qu'il y ait une vraie raison d'aller à l'étage. Ou alors que l'entrée soit à l'étage. Ouais, ou que l'entrée soit à l'étage, mais c'est comme dans un centre commercial, un étage c'est moins 50% de chiffre d'affaires. Donc c'est des trucs tout bêtes, il faut vraiment les fliquer quoi. Enfin pas les fliquer mais les guider. On le voit pour ceux qu'on fait les French cette année, donc en 2023, et qui les ont fait aussi en 2022. On voit d'ailleurs que c'était... je parle des French parce que c'est quand même assez symbolique dans le monde du CrossFit, mais qu'en 2022, voilà, ils ont organisé ça comme ils ont organisé ça. Il y a eu des remarques qui ont été faites de la part des stands qui étaient présents. Il y avait des choses en termes de flux justement de personnes où ils avaient créé des impasses. En fait, ils avaient fait un peu comme des rayons dans un supermarché. Tous les stands étaient disposés en rayons. Et il y avait des endroits où ça faisait des impasses, donc les gens n'y allaient pas. Si t'étais au bout, c'était mort quoi. C'était au bout de l'impasse, les gens ne venaient jamais jusqu'à ton stand parce que c'était un cul-de-sac. Et il y a eu des remarques qui ont été faites des différents standistes. Et cette année, ils ont vachement optimisé. C'était un village, ils avaient mis une zone chill au milieu avec un écran géant. Donc les gens en fait restaient sur place, consommaient, passaient d'un stand à un autre parce en fait, comme les poufs et la zone chill étaient centrales, ils partaient vers un stand, ils revenaient avec leurs potes en centrale, puis ils repartaient à un autre stand et ainsi de suite. Et ça contribue à la réussite de la compète. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas allés dans le village, qui sont passés, qui Ouais, ont vu mais le gros stand, je sais plus ce que c'était la marque, les deux gros stands, ils sont rentrés dans le c'est vélodrome inspiré, toi, et qui ont pas fait l'effort d'aller en face. C'est Oui, quasiment mais sûr. tu C'est peux pas possible forcer les aussi, gens après à ouais. faire du shopping. Et d'ailleurs, vous parlez des French, mais je rebondis là-dessus. Mais nous, pareil, on a démarré très petit dans notre box, mais je pense que ceux qui veulent organiser des compètes ou qui en organisent déjà, mais je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait de mieux et de plus gros. Et donc, sans peut-être forcément parler des games, parce que je pense qu'il faut y être pour se rendre compte de l'ampleur que c'est. Mais pour moi, je pense que les French, même si je ne suis jamais allé aux games, mais je suis allé à Miami au Wodapalooza, et honnêtement, pour moi, les French, c'est les games ou les Wodapalooza en plus petit. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'eux ils font parce que c'est le top du top en termes de prise en charge de l'athlète, de mise en valeur de l'athlète, de rigueur, d'organisation, de matos, de tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder ce qu'eux ils font et s'inspirer d'eux pour s'en rapprocher. Et puis petite dédicace aussi à Julian, Ellie et toute la team parce que moi j'ai été bénévole avec eux sur les toutes premières éditions à l'époque à l'INSEP. Et déjà à l'époque c'était énorme l'investissement humain et que eux mettaient là-dedans avec Daniel à la base qui était en haut de tout ça et je pense que eux m'ont énormément inspiré aussi dans ma volonté d'organiser, de programmer et puis de faire kiffer les gens en fait tout simplement. Et il faut savoir que eux aussi, en fait, vu que c'est un peu la référence en France et c'est même une référence en Europe, les French, c'est pas pour rien que toute l'équipe de Louvre va souvent en fait au CrossFit Games chaque année pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et en fait, ce qu'on voit au French, c'est certainement ce qui est retranscrit un peu des Games. Après, comme dit Tom, il faut vraiment être sur place pour le voir, mais ça fait partie des objectifs pour toi. On attend non, que Tom ouais, se qualifie. J'en sais un petit pic. Pour lancer un petit pic à Tom. Je vais faire l'âne d'un classique en bodybuilding. C'est pas mal, t'as de l'avenir. Moi j'ai mon mollet droit qui va me faire défaut, je pense. Moi je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets. Je sais pas à combien de temps on est, mais c'est déjà pas mal pour un premier podcast. Sachant que Roxane, Mathieu et William viennent d'assez loin, ils ont encore un petit peu de route. Et puis il y a eu quand même un compétiteur dans les pattes, donc ils sont quand même déjà un petit peu fatigués. Peut-être un dernier mot de la fin pour chacun et puis on conclut sur ça. Du coup je vous donne une idée pour un deuxième podcast. C'est vrai qu'on a plein de sujets du coup après, avec tout ce qu'on a échangé aujourd'hui. Ça m'est venu en discutant, c'est qu'est-ce qui fait une bonne programmation pour une compète. En fait c'est la même question, vous avez la question pour l'organisation. Qu'est-ce qui fait que votre prog va marcher en compète ? Je pense qu'on aurait pu développer le sujet aujourd'hui, mais ça serait trop long. Ça serait trop long, en vrai ça doit vraiment faire l'objet d'un autre podcast. Et ça peut être intéressant de savoir comment, nous on programme, nous on n'a rien inventé encore une fois, mais vraiment savoir sur quoi il faut s'appuyer pour que ce soit optimal pour tester. Parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, on ne s'improvise pas programmateur qui veut, même si on est coach et qu'on a passé le level 1, le level 2, tout ce que tu veux, il faut quand même aller piocher plein de ressources, se remémorer encore à chaque fois la méthodologie. Ça passe aussi par
regarder tout ce qui se passe sur .com Je tous croyais les qu'on en jours. parlait pas, du Ouais, coup. Mais On va garder toutes les infos bien Bref. précieuses pour un prochain podcast, justement, mais c'est un c'est très très tentant. très bon sujet, mais ça qu'on pourra justement en parler tous les trois sur ce qu'on a mis en place pour les Mindful Ephemera et puis comment on programme en général les compétitions. Et puis après, ce sera que notre avis et notre façon de faire. Et Ouais, il y a c'est d'autres Hydra, programmateurs et qui font autrement et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Même s'il y en a une un peu quand même. Mais donc, S'ils voilà. veulent faire de la mauvaise manière, les autres, pas grave. Je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer chacun notre tour, un petit mot de la fin sur, je sais pas, sur les Mindful qui sont passés, un petit mot, un petit machin, et puis on conclut sur ça. Roxane, je te laisse la parole en première. Non, mais vas-y, Mathieu. Mathieu. Merci déjà pour l'invitation, c'est très cool. Et je veux dire à ceux qui plaisir. veulent organiser une compète ou juste être bénévole, ou juste qui sont athlètes et qui l'ont jamais fait, je leur recommande de faire bénévole ou de se lancer dans l'organisation. Par contre, il faut bien s'accrocher parce qu'il faut quelques jours pour s'en remettre au niveau fatigue après. William. Ok, moi je vais clôturer un peu tout ça en parlant de la communauté CrossFit, ce qui se voit souvent dans une box. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable dans ma propre box, mais si dans votre compétition vous souhaitez organiser, vous arrivez à reproduire la même chose, et je vais donner un exemple tout simple, j'y pensais tout à l'heure, si par exemple le photographe à un moment ou un autre, ou même Yannick, te demande un café, t'as qu'une envie, c'est de lui faire plaisir et de lui ramener son café parce qu'il est super content, et voilà, c'est des petites choses où on prend soin de tout le monde parce que c'est la communauté du CrossFit en général. Donc si cette communauté que tu as dans ta box, tu la reproduis avec tes prestataires et les professionnels qui viennent travailler sur ta compétition le week-end, à la fin ça sera forcément un carton. Et du coup, moi je vais juste dire que l'année prochaine c'est le 14 et le 15 septembre. Voilà. Les dates L'édition sont déjà... 2024 des Mindful of Emera. Les dates sont annoncées, justement, ils sont chez nous aujourd'hui parce qu'on a organisé les premières lignes de la prochaine édition de septembre prochain. Alors le premier vote de qualif, ce sera... Fran. Toto, Attention, jeu à un Castro. petit mot de la fin. Petit mot de la fin, sur l'édition, franchement, c'était une super expérience. On a eu un peu peur, en étant honnête, c'est vrai qu'on n'a pas donné notre avis. C'est vrai qu'on a eu un peu peur sur l'engouement que William avait avec la volonté de bien faire, mais C'est le saut dans le vide. au départ. voilà, c'était un peu même nous c'était une première expérience, et au final on en est revenu vraiment, alors éclaté comme Mathieu l'a dit, avec des points de vie en moins, mais par contre vraiment moi en tout cas j'ai vraiment kiffé le moment, et super surpris, agréablement surpris de ta communauté et de la communauté bretonne. Je fais une dédicace parce que la finale c'était une pure folie, l'ambiance qu'il y avait dans les gradins. Donc franchement, ouais, j'ai passé un super moment tout le week-end, malgré tous les aléas qu'on a dû gérer, c'était cool. D'ailleurs, on pourra retenir tous les noms bretons sur les workouts, et on essaiera de faire aussi bien l'année prochaine, parce qu'il y a un breton qui se cache dans la troupe Dans la Hydra. team. Mais ouais, je rebondis aussi surtout sur ce qu'a dit William. C'est vraiment ce côté de faire marcher la communauté. Si tu fais un petit peu marcher comme ça marche dans ta box, sur ta compétition, et que tu as ce côté communautaire et bienveillant envers ceux qui viennent faire ta compétition, et que tu veux faire en sorte, en y mettant les moyens, la meilleure programmation et les meilleurs prestataires possibles, si tu as ce côté-là où tu veux que les gens y passent un bon moment et que tu fais tout en sorte justement pour qu'ils le passent, tu es sûr que ta compète elle se passera bien. Si tu le fais juste pour dire que tu as fait une compétition, c'est pas ça qui te fera marcher, et tu feras certainement pas de deuxième édition. Et là, on a une deuxième édition en vue, et donc du coup, il va falloir retourner au taf. Et donc moi pour conclure, je rejoins un petit peu Thomas. Le saut dans le vide au début a fait un petit peu peur, et puis au final on est arrivé le week-end des finales là-bas, et tout s'est enchaîné très vite et c'est très bien enchaîné. Il y a eu une osmose un petit peu entre tout le monde, une confiance qui s'est fait dès le début, Ouais, carrément. et en fait tout était fluide, il n'y avait pas de remise en question, il n'y avait pas de doute, il n'y avait rien, ça s'est vraiment très bien déroulé. Alors il y a toujours des petits pépins, mais ils se sont réglés tellement vite qu'on s'en souvient même plus en fait aujourd'hui, parce que ça s'est réglé très rapidement à chaque fois. Et donc voilà, et puis hâte de travailler du coup sur l'édition de l'année prochaine. Ouais. Donc voilà. De remettre ça. Donc sur ce, pour faire un peu de pub avant de partir, n'hésitez pas à aller checker Miss IM sur Instagram. Et ils organisent des training camps très sympathiques. D'ailleurs, on est en train d'organiser le nôtre avec Hydra, avec eux. On vous tiendra au courant des dates très très prochainement. Et puis si vous voulez aller voir du côté d'Instagram aussi la box de William, CrossFit Même pas Emera que sur Instagram. hein.
Et vous pouvez aller voir en 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 vrai, physique drop-in, en aussi. vrai, et puis tous ceux qui écoutent le podcast et qui ne sont pas forcément crossfitters, bah, ça vous fera peut-être passer le pas si vous êtes du côté de Lorient pour aller vous inscrire chez Exactement. William. Et peut-être même plus si vous vous mettez à l'Irox. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui ne savent pas ce qu'on produit, vous pouvez faire un petit tour sur le site internet de Strivy ou sur notre Instagram, il y a un lien dans la bio, et de voir un petit peu toutes les programmations qu'on propose. Ça va des programmations fixes aux programmations compétiteurs, etc. Et puis trouver une programmation qui vous convienne. Et même aux programmations affiliées, on en profite. Et pour- même des c'est ça qui vient de programmations se pour les lancer il y a affiliés. pas longtemps. Parce que programmer les compétitions et les box, ça reste quand même notre priorité et ce qu'on aime vraiment. Voilà. Et bien, merci d'être resté jusque-là, s'il y en a quelques-uns Merci. qui sont encore jusqu'ici. C'est ennuyant. Et puis Et on puis, remercie la team Missiem et William d'être venus jusqu'ici faire le Ouais. podcast. Merci à vous, les gars, de nous avoir reçus. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.